Adam a une question. Le système scolaire est-il au point? Globalement, ça fonctionne. Moi, je dirais, dans 70 à 75% des situations, ça fonctionne. En revanche, dans toutes les zones où les quartiers où on concentre, parce que c'est une spécialité en France, de concentrer les difficultés aux mêmes endroits, là, dans ces endroits-là, il n'est pas adapté pour ce type de public. Donc la question, c'est, il fonctionne globalement, mais on doit réfléchir à des corrections dans les endroits où effectivement on sait que ça ne fonctionne pas. Pensez-vous que tout le monde a la même chance de réussite à l'école aujourd'hui? Moi j'ai un vieux débat. Ce que j'ai dit, moi la question c'est l'égalité et l'égalitarisme. Est-ce que je peux dire qu'un enfant d'une famille de médecins, d'ingénieurs, de professeurs, de journalistes, n'est pas mieux préparé pour avoir une relation à l'école qu'un enfant dont la mère est par exemple seule, travaille dans un supermarché ou travaille comme agent d'entretien et qui après sa journée, comme elle n'a pas été à l'école longtemps, a du mal à aider son enfant. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut 2 temps aujourd'hui dans une école différente pour donner autant de chance, c'est que cet accompagnement que tu as quand tes parents sont allés à l'école et maîtrisent bien l'école, bah, tu dois le donner aux enfants dont les parents n'ont pas cette relation construite avec l'école, ou qui ont peur souvent de l'école. Souvent dans des lycées où les élèves sont moins favorisés, les parents n'osent pas aller aux réunions de parents au début d'année, ou avec les professeurs, parce que l'école leur fait peur. Eux, ils ne sont pas allés à l'école. Pourquoi veux-tu qu'ils aillent facilement à l'école? Par contre, quand ton père ou tes parents sont enseignants, médecins, avocats, ils ont été à l'école. Pour eux, la relation avec l'école est facile. Donc c'est comment, pour donner les mêmes chances à tous, c'est comment on aide à construire et rassurer les familles. Construire les familles et construire les jeunes dans la relation à l'école et rassurer les familles dans la relation avec l'école. Et ça nécessite qu'on réfléchisse à, non pas de l'égalité, la même chose pour tous, mais peut-être se dire différemment pour les élèves, pour les familles qui n'ont pas la relation construite avec l'école. Voilà comment moi j'ai essayé de faire les choses dans mon lycée ou dans mes lycées. Est-ce que le niveau des écoles baisse? Et si oui, comment l'expliquez-vous? Je ne crois pas que le niveau des écoles baisse. J'avais la semaine dernière une émission sur France Culture avec des chercheurs qui expliquaient qu'aujourd'hui, 95 à 97% des jeunes ont leur baccalauréat. Sauf que il y a le bac général, le bac technologique et le bac professionnel. Et que finalement, il y a autour de 50% des jeunes d'aujourd'hui qui ont vraiment un bac général. Alors la question c'est, je ne crois pas qu'on ait fait baisser le niveau, je crois que les compétences attendues sont différentes, mais là où je dirais qu'il y a une difficulté, c'est qu'on n'a pas vraiment su faire monter tout le monde en niveau. Plutôt que là que je verrais une difficulté. Et tout le monde monte en puissance dans les connaissances. C'est un autre débat. Pensez-vous que les méthodes d'apprentissage ont changé par rapport à votre époque? Les méthodes d'apprentissage changent en fonction des enseignants, que des enseignants qui, entre guillemets, comme on dit de mon temps, faisaient de la pédagogie freinée, avaient une pédagogie d'exploration, de projet, de confiance dans l'élève, et puis qu'il y avait des enseignants qui étaient très directifs, très classiques, tu apprends tes cours, Bon, tu as toujours ça. La question c'est, est-ce qu'on va s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour voir comment on peut changer chez nous? Il y a des choses qui peuvent se faire ailleurs qui sont très surprenantes. Prenons le système éducatif le plus performant. Alors, je ne sais plus, c'est un pays asiatique. Bon, toujours est-il que dans ce coin-là, il y a 2 choses. Un, on fait plus travailler les élèves en petits groupes dans les classes. C'est-à-dire qu'on leur donne un sujet de mathématiques, on met 4 ou 5 élèves, il y a un très très bon élève, il y a un élève moyen, et puis ils ont une problématique, on les fait beaucoup plus manipuler. C'est-à-dire qu'ils touchent les objets, ils réfléchissent, ils participent. Donc déjà, il y a une manière d'aborder le sujet qui n'est pas descendant toujours. Ce que j'appelle descendant, c'est le professeur qui est au tableau, qui écrit tout ce qu'il veut vous faire comprendre,
il vous explique, vous répond aux questions et vous notez. C'est un peu la classique, ça c'était de mon temps, c'est encore aujourd'hui je crois. La manière de travailler avec les élèves peut être différente. Mais il y a aussi la manière de travailler entre enseignants. Imaginez, quand j'étais instituteur, on avait cette idée de travailler classe ouverte ou pas classe ouverte. C'est-à-dire que la porte de la classe est ouverte, et tous ceux qui passent dans le couloir entendaient ce que je pouvais dire en tant qu'instituteur. Alors, si je dis des choses bien, tout va bien, mais peut-être que j'ai un doute sur moi-même, et peut-être qu'à un moment donné, je peux faire une erreur, même en tant qu'instituteur, je ne suis pas parfait. Donc si la classe est ouverte, ça veut dire que tout le monde peut entendre ce que je dis. Je suis en confiance. N'importe quel instituteur qui passe dans le couloir m'entend et peut me juger. Eh bien, dans ces pays-là, c'est une chose extraordinaire. Il y a des professeurs qui vont faire cours dans une classe avec leurs élèves, et dans la classe, il y a ce qu'on appelle une glace sans teint. C'est-à-dire une glace, une vitre. On ne voit pas qui est derrière. Les élèves travaillent. On entend tout ce qui se dit dans la classe. On n'entend pas ce qui se dit derrière la vitre. Et vous avez 2-3 professeurs, dont un professeur qui est le professeur référent, qui regarde le collègue faire son cours. Et à la fin, ils se réunissent tous ensemble et ils ont une critique positive ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fausse pudeur. On accepte, comme tu pourrais accepter que tes camarades voient ta copie et voient tes erreurs, on accepte de voir ces erreurs et de discuter de nos erreurs pour voir comment on fait progresser les choses. Il n'y a pas de fausse pudeur, il n'y a pas de gêne. On sait qu'on n'est pas parfait, on l'accepte. Et là, tu as des professeurs qui sont peut-être pas les tuteurs, mais qui font découvrir à leurs tuteurs des choses, des idées qu'ils ont eues, des manières de faire, et ils partagent ça pour essayer de faire avancer la manière de faire de la pédagogie, de travailler ensemble. Et on ne se juge pas, on ne dit pas « toi tu es un mauvais professeur parce que tu fais comme ça », non, tu as fait comme ça, mais est-ce que si en faisant comme ça, et on discute entre nous. Pensez-vous qu'il faut réduire les heures de cours afin d'avoir cours que le matin ou l'après-midi? Je pense que les demandes sont différentes en fonction des élèves. Les besoins sont différents en fonction des élèves. Et aujourd'hui, en France, je dirais en fonction des quartiers et des lycées. Et je pense qu'aujourd'hui, on dit liberté, égalité, fraternité. Mais aujourd'hui, l'égalité consiste à donner la même chose à tous. Je ne suis pas sûr que dans certains quartiers, il ne faille pas donner plus. C'est-à-dire que ce que l'on n'a pas à la maison, il faut le retrouver au lycée. Alors, est-ce à dire qu'il faut moins d'heures de cours? Moi, je dirais, c'est pas obligatoirement moins d'heures de cours, mais plus de dialogue entre les élèves et les professeurs. C'est-à-dire plus de temps où un élève, à 1, à 2 ou à 3 élèves, puissent échanger avec leur professeur après les cours sur ce qu'ils ont vu en cours pour être accompagnés dans leur vie de jeunes et devenir comme certains élèves que j'appelle moi dans les quartiers faciles, dans les beaux quartiers, les élèves qui ont le soutien à la maison. Ceux qui n'ont pas le soutien à la maison, ils ont peut-être besoin dans le lycée d'avoir ce dialogue avec leur professeur qui permet de combler les écarts qu'il y a aujourd'hui entre les élèves en fonction de leur origine sociale. Donc moins d'heures de cours, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que tous les élèves, comme je disais mes élèves de lycée, aient les mêmes chances pour participer à la compétition de la vie. C'est-à-dire que tous mes élèves puissent avoir le meilleur baccalauréat possible, et ensuite ils font ce qu'ils veulent. Avec pertinemment, ils ont les mêmes outils que les autres, à eux de se lancer dans la vie et de faire leur choix, parce qu'ils ont 17 ans à ce moment-là. Ils sont assez grands pour décider de est-ce que je veux aller travailler, est-ce que je veux prendre des cours, est-ce que je veux continuer en université, est-ce que j'ai de l'ambition scolaire, ou est-ce que j'ai une ambition professionnelle ou autre. Mais comment tout le monde ait cette possibilité d'aller se confronter à égalité, quelle que soit son origine. Et ça, c'est extrêmement important. Son origine sociale, principalement. Hein. Voilà. C'est ça que Après, le nombre d'heures de cours, ça dépend ce qu'on veut apprendre et ce que l'on veut faire apprendre aux jeunes. C'est pas moi qui le décide, ce sont les spécialistes au ministère. Peut-il revoir une méthode de notation des élèves? La question, si tu veux, en ce moment, il y a un gros débat sur le baccalauréat, sur le contrôle continu ou sur l'examen terminal. Quand j'étais instituteur,
On faisait ce qu'on appelait la pédagogie entraînée et on travaillait sur les compétences. Par exemple, si tu prends la multiplication, bon, quand on abordait ce sujet-là, à un moment donné, moi j'avais en tant qu'instituteur l'objectif de faire comprendre la multiplication et maîtriser la multiplication à mes élèves. Et la discussion, c'était de dire, est-ce que c'est acquis? Est-ce que c'est non acquis? Ou est-ce que c'est en cours d'acquisition? Et donc l'évaluation se faisait ensemble sur, est-ce que l'élève me dit, bon, j'y arrive facilement, c'est cool? Ou alors non, j'ai encore des difficultés, mais j'ai compris et je progresse, ou alors je n'ai rien compris. Donc, non acquis, en cours d'acquisition. Et là, l'évaluation, la notation se faisait ensemble. Maintenant, je pense que quand vous arrivez au lycée, il faut trouver des critères de discrimination, d'évaluation, comme on dit. La note, c'est pas pire que dans certains pays, la note c'est de A à D, ou dans d'autres pays c'est de 0 à 10 ou de 1 à 5. Il faut bien à un moment donné qu'on fasse la différence entre ceux qui ont donné beaucoup et ceux qui n'ont pas donné. Maintenant, si tu me parles de la question de l'évaluation, quand tu notes sur 20, il faut que tout élève qui a travaillé ses cours puisse au moins avoir 8 ou 9, celui qui a appris. Ensuite, il y a une petite différence à faire entre celui qui a appris Mickey en plus de ça, commence à avoir des bonnes idées et puisse avoir jusqu'à 12 ou 13, et puis celui qui est très très bon, qui a bien compris et qui percute, lui peut arriver jusqu'à 18. Mais à un moment donné, personne ne doit se retrouver, je dirais, avec une note qui le désespère. J'ai appris par cœur, monsieur, madame, j'ai bossé et j'ai 3. Pas possible. Il faut que dans ton évaluation, tu aies la possibilité, si tu as travaillé et appris tes cours, d'avoir 9. Puis ensuite, on fait des petites différences en fonction de ce que toi, tu apportes dans tes réponses. D'original, peut-être. Peut-être comme ça que je verrai un peu les choses. Mais la notation, bon, moi, ça ne m'a jamais trop posé de problème. Si elle est juste. Pensez-vous que la réussite de l'élève dépend de son établissement, ou du moins du lieu où se trouve son établissement? On sent bien qu'il y a une différence. On sent bien qu'il y a des difficultés. On sent bien que le système ne réussit pas partout. Donc la question, c'est comment on rassure les familles, on rassure les élèves, on rassure les enseignants et on les rémunère, et on leur donne de l'ambition. Il faut que tout ça soit couplé. Tout le monde doit jouer le jeu de l'ambition. On va donner de l'ambition à nos élèves. Et on ne va pas leur dire, on ne va pas leur mentir. Celui qui ne se donne pas, il ne peut pas y arriver. Mais celui qui se donne, on va le pousser, le soutenir. Et essayer de laisser tomber personne. Maintenant, à un moment donné, vous êtes tout grand. Même en seconde. Faites votre choix. Tu veux venir, tu viens. Tu veux pas venir, tu viens pas. Tu veux t'engager scolairement, tu t'engages. Tu veux pas t'engager, tu t'engages pas. Mais après, c'est ta vie. Il ne faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas mentir aux jeunes. La vie, ce sera des efforts, ce sera du travail, ce sera de l'engagement. C'est pas simple. C'est pas que la fête. Il y a la fête, il y a les copains, il y a le téléphone, il y a TikTok, il y a aussi les cours, il y a aussi le travail, et puis il y a le respect du professeur, et puis tout un tas de choses. Et ça, on joue le jeu ensemble ou on ne joue pas le jeu ensemble? Est-ce qu'on va le faire? Just do it, comme Beauchou sur même. Il suffit de le faire. On peut le faire. Pourquoi le niveau scolaire n'est pas le même en école privée et en école publique? D'abord, je pense que c'est pas si simple. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle une école privée? Aujourd'hui, les écoles privées sont des écoles privées majoritairement sous contrat, avec des professeurs payés par l'État comme les professeurs du lycée public, de la même manière avec les mêmes salaires. Donc la question, elle n'est pas ni obligatoirement sur le choix des professeurs ou sur le salaire. La question, elle peut se poser sur le projet. Peut-être que dans certaines écoles privées, les parents et les élèves acceptent mieux le travail, le projet collectif. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, tu trouves des écoles privées, elles sont souvent confessionnelles,
qui sont catholiques, protestantes, israélites, musulmanes, et dans le sens où, quelque part, il y a une identification un peu culturelle du point de vue religieux. Ça ne veut pas dire qu'on fait de la religion tous les matins, ça veut dire simplement que, bon, ça rassure les familles. Les familles catholiques se disent, dans un endroit où il y a trop de mixité, où il y a trop de mélange, je trouve que mon enfant serait pas en sécurité, où il ne serait pas bien, entre guillemets, tenu. Donc je ne crois pas que ce soit cette... Il y a surtout ces côtés rassurants pour certaines familles et pour certains élèves, et puis il y a un côté, on accepte plus, il y a plus de discipline en fait. Mais les élèves ne sont pas meilleurs, les professeurs ne sont pas meilleurs, sauf que imaginez que vous soyez tous plus concentrés, plus présents, plus engagés auprès de vos professeurs, plus motivés après les cours pour préparer vos cours plutôt que de simplement parfois aller sur TikTok et pas préparer les cours du lendemain, pas préparer. Je suis sûr que vous auriez les meilleures évaluations et les meilleures évaluations. Le lycée Turgot, par exemple, où j'étais, les professeurs et les équipes pédagogiques, en 4 ans, ont fait monter le lycée Turgot et on s'est retrouvé à Paris 11e lycée en termes de performance. Donc, un lycée public, à partir du moment où tout le monde était d'accord sur le projet et on avait cette ambition, on peut y arriver. Maintenant, il faut accepter de discuter ensemble et de se remettre en cause. Moi, en tant qu'élève, les familles, comment je soutiens les professeurs et le lycée, les professeurs, comment je m'engage vis-à-vis de mes élèves, peut-être que tout le monde a des réflexions à avoir sur ce sujet-là. Les équipes de direction aussi. On a tous une part de responsabilité dans ces choix-là. Tout à l'heure, vous aviez dit comme quoi il y a certains lycées qui ont une mauvaise réputation. Et je voulais savoir, est-ce que ces mauvaises réputations, ça peut déteindre sur le futur des élèves ou même sur leur diplôme? Un diplôme, c'est un diplôme. Donc c'est pas là-dessus que ça va jouer. Mais ça peut jouer sur l'avenir de l'élève, bien sûr. D'abord, ça fait une chose, c'est que quand c'est laissé une mauvaise réputation, personne ne veut y aller. Donc on va remplir le lycée avec ce que personne ne veut. Bon, c'est ce que j'ai vécu moi à Paris, puisqu'à Paris, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais on a une affectation qui est informatisée des élèves de seconde dans le lycée. Donc je ne choisissais pas mes élèves, sauf que si le lycée n'est pas demandé, eh ben, on me mettait les élèves qui parfois n'avaient pas les meilleurs résultats scolaires ou le meilleur comportement. Donc la question, c'est comment redonner une bonne image de l'établissement scolaire, de l'importance du projet qui rassure les familles, qui rassure les professeurs, qui rassure les élèves. Donc si tu veux, après, j'ai vu de cas d'élèves qui pourtant avaient eu un baccalauréat avec 20 sur 20, qui peut-être n'avaient pas été pris dans une grande classe préparatoire pour des grandes écoles d'ingénieurs, parce qu'ils sortaient d'un lycée dans lequel l'image n'était pas bonne. Et donc là, c'est le comité de sélection, on disait, même s'il a eu 20 sur 20, il n'a peut-être pas tous les bons codes pour réussir, pour travailler assez pour réussir en école d'ingénieur. Donc là, la réputation a sans doute touché cet élève-là. Bon, j'ai entendu parler de ce genre de situation qui pouvait arriver, même s'il avait eu 20 sur 20 au baccalauréat. Parce que peut-être qu'il a eu 20 sur 20 une fois, mais que son niveau global n'était peut-être pas celui-là. Moi, je trouve que c'est dommage parce que une réputation dans un lycée, ça ne fait pas tous les élèves. Parce qu'enfin, une réputation, c'est général. Ok, donc qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu proposes pour changer cette réputation? Pour que ton lycée change d'image? Je sais pas, juste plus que la réputation du lycée, elle n'affecte pas forcément tous les élèves. Parce que certes, il y a certains élèves qui contribuent à cette mauvaise réputation, mais il y en a d'autres qui n'ont rien demandé par rapport à ça. Donc, est-ce que tu peux expliquer tes petits camarades qui contribuent à cette mauvaise réputation qu'ils aillent faire leur bêtise ailleurs? Et que toi, tu dis, mais je suis désolé, je ne suis pas comme ça, je ne veux pas passer pour ce que toi, tu veux être, mais c'est ton choix. Moi, je veux réussir, je veux apprendre. Réussir, c'est une autre discussion, c'est surtout apprendre. Après, la réussite, c'est compliqué la réussite. Qu'est-ce qu'on appelle réussir? Mais ça veut dire que tous ensemble, les parents, les professeurs, les élèves, l'équipe de direction, ont choisi de jouer le jeu. Tu sais, je n'étais pas un proviseur qui faisait des cadeaux, hein. Même si on a mis une classe ambition scolaire dense. Moi, quand j'avais un conseil de discipline, je ne convoquais pas un conseil de discipline pour récompenser. Hein.
je convoquais un conseil de discipline pour expliquer à cet élève-là que ce qu'il faisait n'était plus supportable, et donc dehors. Je n'étais pas un garçon gentil tout le temps. Mon métier de proviseur, c'était mon bureau toujours ouvert pour accueillir toutes les difficultés de la Terre. Enfin, quand il faut faire montrer que l'élève nuit à ses camarades et à la réputation du lycée, parce que derrière il y aura la réputation du lycée, ben non. Il s'est trompé de maison. Parce qu'ici, on a envie que tous les élèves réussissent. Donc il ne faut pas qu'il les empêche de réussir, ces petits camarades. C'est dommage, pas tout le monde a cette ambition de donner une meilleure image au lycée ou juste de pas nuire à la réputation. Est-ce que vous avez des délégués de classe? Ok. Est-ce que ces délégués de classe se réunissent? Se réunissent pour le conseil de classe. Pour le conseil de classe, oui, mais déjà au niveau du conseil de classe, vous pouvez discuter, dire voilà, ça fonctionne pas, avec votre professeur principal. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Dès le début de l'année, dès qu'on a élu ces délégués de classe, qu'est-ce qu'on a décidé de faire de sa classe? On veut que la seconde 9 soit la meilleure du lycée. Ok, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour que la seconde 9 soit la meilleure du lycée? À vous de voir. Tu peux le faire? Non, mais attendez, qui n'a pas envie que sa classe soit la meilleure du lycée? Que tout le monde ait envie de venir dans la seconde 9? Que tout le monde ait envie de venir au lycée Angela Davis? Pourquoi le lycée Angela Davis ne serait pas le meilleur lycée? Parce que j'ai regardé sur le classement des lycées de Seine-Saint-Denis, vous n'êtes pas le premier. Je crois que c'est 3e ou 4e, c'est pas si je sais. Non. J'ai juste une école privée qui est première, je crois. Donc, oui, mais ça, toi, tu baisses déjà les bras. Non, on pas les bras, mais Attends, ils ont meilleure réputation que nous. pourquoi? Non, c'est pas beaucoup d'argent, hein, c'est pas très cher l'école privée. Hein. C'est pas cher, c'est pas le prix, c'est pas le problème de prix. Il y a même des boursiers, donc c'est pas le souci. Alors qu'est-ce qui fait qu'une école privée sera peut-être meilleure que l'école publique? Parce Bah, que il y a des bons élèves. Vous n'avez pas de bons élèves chez vous? Non, mais c'est plus sélectif. Et je pense que le fait que les élèves y payent, bah, ils se disent je paye donc je dois faire les efforts nécessaires. Ah bon, alors les parents ils ne paient pas d'impôts pour que l'école publique fonctionne? Mais c'est plus dans le sens où ils se disent que, par exemple, mes parents ils payent, j'ai pas envie de, entre guillemets, gâcher leur argent. Bêtement, si je peux réussir grâce à ça. Eh ben, mets-toi une autre réputation. Dire, moi, je veux que ma réputation du lycée Angela Davis soit différente. Et je veux même que dans les 3 ans à venir, on soit le meilleur lycée de Seine-Saint-Denis. On peut le faire, on va le faire. Avec les délégués élèves, avec le conseil d'administration, avec les professeurs, et on va simplement définir les règles du jeu. Alors, vous vous rappelez un vrai problème que j'ai rencontré au lycée Turgot. Quand je suis arrivé au lycée Turgot, c'est un lycée qui avait très mauvaise réputation, et 2 proviseurs qui étaient avant moi ont vécu cette mauvaise réputation, ils ont essayé de faire changer les choses. Avec les professeurs, je leur ai proposé un challenge, et avec une équipe pédagogique, on a proposé de faire que les classes de seconde soient 24 élèves par classe. Et on a décidé de proposer aux élèves des études encadrées, c'est-à-dire que si les élèves voulaient, et c'était leur libre choix, ils pouvaient rester jusqu'à 18h30 avec des professeurs, pas beaucoup, hein, j'avais une grande salle de 80 places, et chaque soir j'avais 20-30 élèves de seconde qui venaient avec 1 ou 2 professeurs qui veillaient à ce qu'ils fassent leur devoir. Ça s'est su sur Paris. Ça s'est su que l'équipe de direction, l'équipe de CPE, l'équipe de professeurs étaient très présents et il y avait des exigences, il y avait une proposition d'un encadrement qui était rassurant. Parce que c'est vrai qu'à Henri IV ou à Charlemagne ou à Hélène Boucher, on peut demander de meilleures performances de la part des élèves. Mais souvent, dans ces établissements, les classes sont à 38 et les conditions de travail à 38 ne sont pas les mêmes pour les élèves comme pour les professeurs. Et donc, à partir du moment où on a essayé de rassurer, ben, ça a changé le public. J'ai eu plus d'élèves venant du 18, 19, 20e, mais j'ai aussi plus d'élèves venant, que j'appelle moi, des parents, des publics favorisés. Et c'est bizarre, mais les parents venaient pour la mixité, mais une mixité qui les rassurait, c'est-à-dire qu'ils ne disaient pas « mon enfant vient à Turgot et il sera confronté à un public difficile et il sera isolé, il vient au lycée Turgot, il va rencontrer des enfants d'autres
d'autres cultures, mais avec un objectif de réussite de tous. Mais vous dites ça comme si c'était simple, mais ça va pas se jouer. Quand je faisais de l'allemand, il y avait une expression qui dit « Wer will, der kann ». Celui qui veut, peut. Si tu vois un film qui s'appelle Laurence d'Arabie, à un moment, rien n'est jamais écrit. C'est toi qui écris ta vie. C'est pas écrit. C'est toi qui décides de l'écrire. Donc à un moment donné, il faut qu'un ministre, il faut qu'un recteur, il faut qu'un proviseur, il faut que des enseignants, des parents d'élèves décident de « on va faire bouger Angela Davis », mais il faut aussi qu'on sorte du cadre égalitaire, égalitariste, pour changer de système. Et notre système, personne ne veut le changer aujourd'hui. Il y a plein de projets ailleurs, dans plein d'autres lycées, et on ne les voit pas. D'accord? Avec plein de professeurs qui se défoncent comme vous. D'accord? Très bien. Bravo. On va mettre une décoration. Sauf que, comme vous le dites, au bout de 5 ans, 10 ans, vous vous êtes défoncé pour rien en termes de reconnaissance, vous êtes épuisé, et c'est normal. Il n'y a pas de raison. On ne peut pas recruter d'enseignants aujourd'hui, pourquoi? On dit que c'est le problème des salaires. Que oui, mais je pense surtout, c'est que les enseignants qui se défoncent, moi quand j'étais professeur, je ne pouvais pas les récompenser. Or, j'avais des enseignants qui faisaient leur job, bien, standard, normal. Et puis, j'avais des enseignants, j'ai un professeur de mathématiques justement qui habite pas très loin, il habite à Saint-Denis. Tous les 15 jours, le vendredi après-midi, il disait à un de ses élèves, tu vas me faire visiter ton quartier et tu vas me montrer ce qui te plaît dans ton quartier. Quand je dis quartier, 18, 19e, 20e. Et puis, vous, un groupe d'élèves, vous allez me préparer la visite de tel musée. Et le vendredi après-midi, il n'avait pas cours. C'est les élèves qui l'emmenaient, qui avaient organisé la visite et il prenait sa classe et il y allait. Ce gars-là n'était pas payé pour faire ça. Sa classe était soudée. En évaluation, il faisait 30 évaluations par trimestre. Et il était exigeant. Ah, oui, mais je ne pouvais pas le dire, super, vous êtes un prof extraordinaire, je peux pas. Je vois bien la différence entre vous et puis certains autres, et je peux pas. Parce que si je faisais la différence, on me demanderait, on me dirait de quel droit, monsieur le proviseur, vous n'avez pas les moyens de faire ça, c'est pas la loi, c'est un prof comme un autre. Non, c'est pas un prof comme un autre. En tout cas, on vous remercie, monsieur Baron. C'est suffisant d'avoir abordé sur ce. Merci. Boulot. Juste l'info, mais toute l'info dans le fil info de France Info.